football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes et à tous et welcome to the zone. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mois à nous suivre. Donc merci, honnêtement, merci. C'est grâce à vous qu'on grandit de jour en jour. Vous connaissez la sensibilité de nos zonards habituels. Aujourd'hui, le seront encore plus car nous avons un invité qui frôle l'exceptionnel au-delà de nos espérances. Donc voilà, c'est vraiment grâce à vous si aujourd'hui on peut avoir... Zidane, tu peux le dire. Zizou, on va le présenter dans quelques minutes. D'abord, place à nos zonards habituels. Jonathan Bellin, comment ça va? Bah écoute, je pense que c'est clair, hein. J'ai jamais été aussi beau, je crois. C'est vrai que t'as un bon teint. On félicite la Côte d'Ivoire qui, encore une fois, le GOAT, t'avais raison. Bobo, le plus beau, comment ça va? Le plus beau, je sais pas, là. Si, le plus stylé. Je suis content d'être encore en vie après un week-end à Édimbourg un peu chargé. On va dire ça avec les copains rugbyman. C'était un peu compliqué, mais en tout cas, on est là et on n'est pas mort, donc c'est déjà ça. Comment vous imaginez, comment vous... Il est en forme, il est bien dans sa tête. Comment vous sentez l'émission qui arrive là? Bah, je suis tellement content de recevoir notre invité qui est mon meilleur ami, je crois. Bon, on va le présenter. Notre invité aujourd'hui, il a plus de 500 matchs de haut niveau, près de 100 buts en pro. Il a quasiment tout gagné en Angleterre. Il a régalé les amoureux du ballon rond, les amoureux de la Ligue 1. Il a l'accent qui chante. Samir Nasri nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Salut Samir. Salut, comment allez-vous? Bah, tu peux me dire tu? C'est quand même... Non, je m'adresse à tout le monde en fait. Je sais, je me doute. À chaque fois. Non, sincèrement, merci beaucoup. Voilà, ta parole se fait très très rare. Donc, t'avoir avec nous, au vu de ta personnalité, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais aussi, puisque tu continues un petit peu à être proche du milieu du foot et du milieu professionnel. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est un véritable honneur de t'avoir à notre côté. Nous, on est vraiment des kiffeurs de ballon rond. Justement, là, tous les deux, un petit souvenir, une petite image de Samir Bobo. Il y en a plein, parce que moi j'avoue, j'ai un truc avec les coupes de cheveux, parce que j'ai tenté des trucs un peu chelous, donc ça pourrait être des mèches blondes, des cheveux blancs, des cheveux bleus, des cheveux roses. Non, après, il y a des matchs... Moi, j'ai en tête un match avec Arsenal contre le Barça, où je pense que c'est le jour où je me suis rendu compte du niveau du gars. Après, il y a les matchs avec Manchester. Je suis moins fan de l'OM, donc j'ai des souvenirs quand même, mais des matchs avec Manchester, tu vois, c'est pareil, il y en a des beaux souvenirs, dont un match qui donne le titre à City, donc et un but aussi en finale de Coupe de la Ligue. Ouais. C'est la même année, non? Oui, c'est la même année, c'est ça, 2014. Ouais, des tirs de 25 mètres, 30 mètres, ça c'était spécial. Bonjour. Donc j'en ai quelques-uns. L'image de Samir, c'est rien à voir, c'est le podcast que tu avais fait avec Yaya Touré. Oui. J'ai trouvé, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vu dans tous les trucs mélangés de podcasts. Parce que Yaya Touré, pour moi, c'est le meilleur 6 peut-être de l'histoire en termes de level, tu vois. Donc voilà, j'ai un souvenir de ça. Ouais. On devait bosser cette question, je ne l'avais pas bossé, mais j'ai pensé à ça tout de suite et pour en parler, c'est très intéressant. Parce que j'apprécie énormément le gars et je partageais des moments extraordinaires avec lui. Et même la première année, Roberto Mancini, il se posait la question, il disait « Mais attends, ton frère c'est Kolo Touré, mais tu passes tout ton temps avec Samir, pourquoi ?» Et on a eu vraiment une complicité, jusqu'à qu'il est même devenu mon voisin à Londres. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue encore de parler. Il m'avait invité à la Coupe d'Asie d'aller les voir, parce qu'il a intégré le staff de Roberto Mancini avec l'Arabie Saoudite. Mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas que le joueur qui était bon, la personne aussi, c'est vraiment un bon gars. C'est peut-être l'un des premiers milieux de terrain qui savait tout faire. J'ai l'impression qu'il y a Touré aussi fort défensivement qu'offensivement. On se moquait un peu de lui avec le staff. On disait que pour lui, le terrain était en pente. Tu vois, pour attaquer, il était en descente, et pour défendre, il était en montée. Mais non, il avait tout. Voilà. Physiquement, dans l'impact physique, il peut te faire très très mal. Techniquement, il est vraiment une touchée de balle soyeuse. C'est pas le joueur. Et pour en plus, un joueur de son gabarit. 1m92, il était vraiment très technique. Protection de balle phénoménale. Et puis un jour, il est revenu de vacances de Côte d'Ivoire. Il nous a dit, les gars, maintenant c'est moi je tire les coups francs. On a tous rigolé parce qu'on l'avait jamais vu à l'entraînement le faire. Et cette saison-là, je crois qu'il en a mis 8 ou 10 coups francs directs. Non, c'est un joueur fantastique. Ok. De rien. Let's go. On ouvre l'émission? Allez, let's go. Habituellement, dans la zone, on a des thèmes et des parties bien précises. Là, on a voulu mettre un petit peu les petits plats dans les grands.
On a voulu faire différent pour que tu sentes le plus à l'aise possible. Samir, l'idée de cette émission, c'était 6 questions à Samir Nasri. Voilà, on a réfléchi, on a recueilli des questions, des vidéos auprès des personnalités du monde du foot ou qui ont des liens avec toi, que tu as connu, que tu connais encore. Et donc, il y avait... ou pas, ouais. Et qui ont des questions à te poser ou un souvenir. Ma daronne. Voilà, il y a toute la famille qui va y passer. Elle veut demander un truc. Pas de soucis. La première question, on y va, c'est un de tes anciens coéquipiers qui te la pose, Samir. Salut Samir, j'ai le souvenir que tu étais incollable sur tous les joueurs de foot, qu'ils soient à l'étranger, en jeune, en France. Est-ce que tu regardes avec autant d'attention les championnats de Ligue 2 nationale par exemple? Et autre question en tant que joueur, à quel poste tu t'es le plus épanoui? À quel poste tu as le plus kiffé jouer et dans quel système de jeu? Bon, on aura tous reconnu Benoît Chéreau. Question plurielle de ton ancien coéquipier. Vous avez joué une saison ensemble. On reviendra sur ton côté ogre du ballon rond, le bouffeur de foot un petit peu plus tard. Mais d'abord, peut-être sur le côté milieu de terrain, sur ton côté positionnement. Alors j'ai eu différentes périodes. En jeune, j'étais plus en tant que numéro 10 traditionnel. Après, avec l'évolution du football et les systèmes de jeu qui changeaient, j'ai évolué un petit peu à tous les postes. À Arsenal, j'étais plus milieu de côté. Parce qu'il y avait Fabregas Parce qu'on jouait en 4-4-2 au départ à la base, et il y avait Cesc qui était au milieu, et Arsène me disait à chaque fois je te mets sur le côté au départ, mais t'inquiète pas, le jour où je te remettrai dans l'axe, tu verras, tu auras tellement de liberté, parce que tu seras habitué à jouer souvent dos au jeu, que tu vas t'épanouir. J'ai bien aimé jouer sur le côté aussi. Et avec Sampaoli, j'étais plus en tant que deuxième milieu de terrain, avec à côté de moi un milieu plus à vocation défensive, et j'avais énormément de liberté. Et j'ai vraiment aimé jouer à ce poste-là, en genre de numéro 8. Est-ce que... Iniesta, quoi. Ouais, un petit peu dans ce côté-là, on te l'a souvent fait, cette comparaison. Ouais, un petit peu, mais en plus, pour moi, c'est le milieu ultime pour moi. Iniesta, ouais, c'est mon milieu préféré. Bah pareil, il a commencé à gauche, il a reculé en 8,5, tu vois, et... Non, magnifique. Justement, tu évoquais un petit peu avec l'évolution du football, l'évolution du milieu de terrain. Comment tu l'analyses aujourd'hui un petit peu, ce foot moderne qui, on peut le dire, est un petit peu plus athlétique qu'avant? Tu disais, toi, tu as joué dans le cœur du jeu, tu as aussi joué un petit peu sur le côté. Aujourd'hui, ce sont les qualités physiques, athlétiques qui priment plus que les qualités techniques, que ce soit au cœur du jeu ou sur le côté. Quel regard, toi, tu as un petit peu moi, j'aime un peu moins le football aujourd'hui que ce qui était auparavant. Aujourd'hui, c'est très rare les joueurs d'instinct. Les joueurs d'instinct, c'est les seuls qu'on arrive encore à kiffer le foot. Quand je regarde Mbappé, voilà, tu sais pas ce qui peut se passer, il peut faire quelque chose. Neymar, pourquoi je kiffais Neymar? Parce que il avait cette magie-là. Aujourd'hui, c'est très tactique, il y a beaucoup d'athlètes. Toutes les équipes essaient de jouer de la même façon. Alors qu'auparavant, je trouvais qu'il y avait ce côté instinctif. Le joueur, des fois, le joueur qui avait grandi sur le bitume ou qui avait juste sur le bitume pouvait te faire quelque chose de magique. Et puis tout le monde est remplaçable par tout le monde aussi. Exactement. Surtout à City, mettre Grealish ou Foden, où on leur demande exactement la même chose. Oui, parce que tout le monde est formé de la même façon. Et à City, le plus important, c'est le système Guardiola. C'est pas l'individualité qui... L'individualité, on parle beaucoup de Kevin De Bruyne parce que Kevin, il va sortir un petit peu du cadre et il va mettre une frappe ou il va inventer une passe. C'est pour ça qu'il ressort plus du cadre. Et par exemple, on l'a vu sur les saisons par exemple de Liverpool ou celle de City, pourquoi ils ne gagnent pas le Ballon d'Or? Parce que c'est le collectif. Il n'y a pas un joueur qui se détache de ce collectif-là et tout le monde est remplaçable. C'est quoi aujourd'hui pour toi un bon milieu de terrain, alors du coup? Moi, je me focalise pas sur les stats. Je n'attends pas d'un milieu de terrain, par exemple, il a mis 30 buts, c'est un bon milieu de terrain. Non, je vais regarder. Tout dépend déjà de la vocation du milieu de terrain, un milieu défensif. Mais c'est ça, il faut préciser la question. Un milieu de terrain offensif. Mon modèle aujourd'hui, c'est Rodri. Milieu défensif, Rodri, il est toujours là à lire les trajectoires, récupérer les ballons. Il est propre aussi, il ne perd pas un ballon. Il sait mettre de l'impact, c'est un leader. En milieu défensif, je vais chercher plus quelqu'un comme ça. En milieu terrain à vocation offensive, j'attends de mon milieu de terrain déjà beaucoup de courses, de ne pas toujours jouer dans une zone de confort, avoir le ballon dans les pieds, faire aussi pas mal de courses pour casser des lignes et avoir un joueur aussi créatif.
Moi, un joueur qui ne sait pas faire un contrôle, qui ne sait pas dribbler, qui ne sait pas éliminer un joueur, qui sait juste jouer comme ça, j'aime pas trop, je ne suis pas fan. Mais comment on en est arrivé là, en gros, globalement? C'est vrai que Je sais pas, il y a un truc, quand on en parle de temps en temps sur la culture de la statistique que tu abordais juste avant. On devient de plus en plus sur un modèle de NBA, tu vois, à mettre des chiffres en face. Et quand tu regardes le Ballon d'Or, qui était Ballon d'Or il y a encore 15-20 ans et qui est Ballon d'Or aujourd'hui, c'est la course au stade depuis qu'on a eu la compète Messi-Ronaldo sur qui a mis le plus de buts. Et je pense que la balance, elle a aussi penché de ce côté-là à ce moment-là et qui nous fait perdre un peu ce côté romantique dont il parlait en se moquant un peu de moi. Et moi, j'aime bien ces trucs d'instinct. Tu vois, moi, j'adorais Bergkamp. Arsenal, c'était le club que je kiffais quand j'étais gamin parce qu'il y avait Dennis Bergkamp. Et lui, si tu mets ses stats en face et que tu regardes aujourd'hui, tu vas dire il était naze parce que je sais pas combien il a marqué de buts, mais c'est pas. Si tu regardes ça là, il y a que des contrôles de fou. Alors que, mais moi, je peux me mettre en boucle quand il fait le contrôle, tu vois, qu'il apprend de l'extérieur et qu'il contourne le défenseur. Je pourrais le regarder 50 fois ce but-là. Mais c'est le contrôle, c'est même pas le but. Je m'en fous finalement. Mais c'est pas si dur à faire en plus. En vrai, je rigole pas. Moi, je vois aujourd'hui. Mon fils, il vient de faire 6 ans. Et à 5 ans, il était c'est aux Émirats, mais il était dans l'académie de City. Pour moi, je trouvais ça absurde ce qu'ils étaient en train de faire à 5 ans ou à 6 ans. D'avoir un tableau noir, de montrer les positions aux enfants. Non, à cet âge-là, tu les laisses avec le ballon, tu les laisses exprimer, tu les laisses apprendre, avoir un truc d'instinct, pas avoir de suite le positionnement, leur faire des... Surtout qu'ils jouent à 5 en plus. Tu fais un losange et tu dis non, toi tu restes ici, toi tu dois rester là. Non, c'est pas à cet âge-là. À cet âge-là, laisse-les profiter, laisse-les s'amuser, laisse-les kiffer. C'est ce qui est le plus important. Mais si, dès le plus jeune âge, on commence à former les jeunes comme ça, c'est sûr que le football d'instant le perdra. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu où c'est un petit peu pollué. Conditionnement. Tu vois, c'est un peu ce truc sur le conditionnement, en tout cas, pour que tactiquement tu puisses rentrer dans tous les systèmes dès le plus jeune âge. Mais après, c'est la notion de plaisir que tu perds. C'est-à-dire que jouer au foot, c'était aussi ce truc-là où tu... C'est un plaisir, c'est un kiff. Voilà, tu vois, dès que tu dis le truc, tu rayonnes, mais c'est... parce que c'est ça. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, même quand j'ai arrêté ma carrière pour des raisons... personnel et j'ai dû faire ça, mais tu m'appelles n'importe quand, tu me dis j'ai un 5 à faire, je suis avec des potes et tout, mais je viens de suite, c'est un kiff de jouer au foot. Parce que c'est ta passion. Mais aujourd'hui c'est devenu un métier. On parlait du changement par rapport à il y a 20 ans. Ouais, c'est clair. Avant c'était une passion, tout le monde était passionné. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais peut-être 50% des joueurs, c'est leur métier. Ouais. Voilà. Et ils font leur carrière en fonction de... C'est leur métier, comme n'importe quel autre métier. Et pardon, pour revenir sur la question aussi de Benoît, la Ligue 2 et la Nationale, plus trop, non. Mais tous les autres championnats, oui. Okay. Tous les championnats d'élite, je les regarde. Ah, mais attends, je me permets de... J'ai déjà entendu Samir dire... Il faut que je me refasse le match en replay. Ouais. Parce que c'est mon job, quoi. Et au-delà de... C'est aussi son métier, aujourd'hui. Tout bon consultant, il y a aussi ce côté où un peu de perfectionnisme, de vouloir... on te pose une question sur un truc... je pense que tu es sur Twitter tous les jours, sur les infos. Oui, non, mais parce que je peux pas... Aujourd'hui, c'est... Comme vous l'avez dit, là, par exemple, mercredi, on va parler du PSG dans l'émission d'avant-match pour la rencontre face à la Real Sociedad. Je suis obligé de connaître mon sujet, savoir les dernières compos, comment ils ont joué, de voir si Mbappé il est utilisé dans l'axe, ses matchs en numéro 9, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a donné, pour pouvoir donner l'analyse la plus complète possible. Et moi, je trouve ça normal. Et lorsque j'étais joueur, j'essayais de m'inspirer des joueurs que j'estimais meilleurs que moi à mon poste pour voir qu'est-ce qu'ils font de différent et comment je peux améliorer ça. Mais le football, c'était je rentre, je dors, je mange football. Il n'y a que ça, je regarde que ça à la télé. Bravo. Pour moi, ça doit être normal pour moi. Et donc, pour revenir un petit peu sur ton style de jeu aujourd'hui, même si on a évoqué l'évolution du foot sur le côté athlétique, Samir Nasri pourrait jouer dans quelle équipe? Dans quelle... Atlético Madrid, je pense. Non, c'est vraiment l'équipe. Le problème, c'est que aujourd'hui, je pourrais jouer dans toutes les équipes, en fait, parce que c'est le style de jeu qui me convient. Okay. Un jeu technique, basé sur la possession. En fait, toutes les équipes essaient de jouer comme ça, et moi, c'était mes qualités. Et c'est ce que j'aimais faire, en plus. J'aimais pas être dans une équipe qui
qui va quelque part que pour défendre. Non, j'avais besoin d'avoir une équipe avec le ballon pour pouvoir jouer, pour pouvoir exprimer justement mes qualités qui étaient plus de la technique. Je n'étais pas un joueur physique impressionnant. Je tenais bien sur mes jambes, mais sinon, non. Arsenal, City, les clubs que j'ai fait, aujourd'hui, ils ont vraiment cette culture, ils jouent vraiment comme ça. Paris non, pas pour, je parle juste pour la façon de jouer, la façon de jouer, de Luis Enrique. Oui, la façon de. Même si cette année, elle est un petit peu moins dans une phase de possession avec des Barcola et tout, ils sont un peu plus dans la transition. Lui, son but, c'est d'abord la possession. Parce qu'on lui a donné une équipe de transition alors que c'est un joueur un entraîneur de possession. Mais ils sont très efficaces en attaque rapide. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quel joueur te rappelle un petit peu, toi, quand tu étais. J'ai du mal à trouver ça, j'y ai pensé, j'ai du mal à trouver aujourd'hui. Alors, peut-être que... J'en ai un, moi, mais après, je pense pas, mais il court beaucoup. Mais un peu Bernardo, tu vois, Bernardo Silva, j'y ai pensé qui peut jouer sur un côté, qui vrai. joue au milieu de terrain aussi, bon dribbleur. Mais qui n'a pas énormément de stats, tu vois. Parce que moi, c'était mon truc avant. J'étais un beau joueur à voir, mais je n'avais pas des stats. Bernardo, c'est 5, 6, 7 buts par saison. Voilà, c'était ce que je faisais. Tu vois, moi, hier, j'étais au Havre et j'ai vu un petit jeune jouer. Et je me suis dit, tiens, il y a un petit côté Samir Nasri, c'était Yacine Keshta. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Voilà, et c'est pareil, c'est une sorte de milieu central qui peut aussi évoluer 10 sur le côté et tout. Et je me suis dit, il n'est pas forcément très physique, pas très étoffé, mais il tient sur ses jambes, il a un petit côté technique. Voilà, je me suis dit, il y a un petit côté Samir Nasri, à moindre échelle, évidemment, mais bon, ça prend. On espère pour lui que ce sera mieux. Mais bon, il y a une petite génération dorée là, avec le Maroc et tout, à mon avis, ça devrait le faire. Je vois le temps qui file. Je suis en train de faire des signes discrètement, genre comme ça. Deuxième question, deuxième vidéo pour toi, Samir. Mais je ne l'ai pas fait. Sam, salut. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'ai une question concernant cette fameuse génération 87. Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ce qui aurait dû être un avantage de vous voir arriver tous ensemble en équipe de France pour pouvoir porter cette équipe de France n'est pas devenu un inconvénient dans la mesure où beaucoup ont pris votre ambition pour peut-être de la prétention et ça vous a notamment desservi dans votre parcours en équipe de France. Donc voilà, c'était juste cette question. Allez, à plus, ciao. Jimmy Briand, que tu as côtoyé en équipe de France, chez les jeunes et aussi chez Léa, qui exerce le même métier que toi d'ailleurs aujourd'hui, qui est consultant chez Prime Video. Très très bon, même comme Benoît Chéreau et tout, vraiment il y a une bonne... Benoît est très très bon aussi aux commentaires, très très bon. Donc du coup, à cette fameuse génération 87, Samir, pour répondre à la question de Jimmy. Je pense qu'il a un petit peu résumé dans sa question. Et aujourd'hui, tu es du côté des médias, entre guillemets. Donc, moi, dans ma tête, à la base, je me dis, Samir Nasri, génération 87, ils se sont fait défoncer. Ouais. Déjà, c'est fort de passer de l'autre côté et de dire, je suis là maintenant, il y a quoi, tu vois ? De dire ce que tu penses aussi, parce que j'ai 3-4 exemples de... notamment la question sur le ramadan, j'ai trouvé ça top, tu vois. C'était simple, il y a quoi, tu vois. Non, mais j'ai toujours été comme ça. Après, non, je pense que nous, en fait, on était peut-être un petit peu en avance sur notre époque, je pense. Parce qu'on est arrivé peut-être une des générations les plus décomplexées, je vais dire. Pour rappeler, il y avait donc Karim Benzema, Ben Arfa, Menez. Bon, on retient essentiellement vous, mais il y avait aussi il y avait Pierre Ducasse, si je dis pas de bêtises. Pierre Ducasse, il y avait Mehdi qui était avec moi à Marseille. Il y avait Benoît Costil au gardien, il y avait Rémi Rioux aussi en remplaçant. Non, il y avait du monde dans cette génération 87. Il y avait Steven Chico qui était capitaine. Oui, Steven Chico. Thomas Mangani. Il y avait du monde. Mais je pense que, on va dire, à la base, les 4 fers de lance avec qui on a le plus parlé, je pense qu'on était un petit peu en avance sur notre époque du fait que on a commencé à bousculer un petit peu les codes, que ce soit dans les vestiaires ou quoi que ce soit. En fait, on était là on est dans la même équipe, mais bon, on est là pour prendre ta place. Je m'en fous que tu aies 30 ans ou 35 ans, je ne dois pas agir d'une manière... Il n'y avait pas une histoire dans le bus de l'équipe de France. Ça, c'est plus tard. Non, mais ça, c'est plus tard. En équipe de France, en équipe de France, c'était... À la base, ils me l'ont fait sur le ton d'une boutade. Et voilà, je suis resté, j'ai dit, non, il n'y a pas de place à titrer, tout ça et tout, mais je l'ai fait en mode
En mode rigoler. C'était un défi, en fait, avec Patrick Vieira. C'est un bon exemple d'un truc qui a été, encore une fois, déformé, mis en avant par une ouais, parce qu'à la fin, ça s'est super bien passé. Thierry m'a dit de rester avec lui, de regarder une série avec lui. Mais ça a été déformé parce que William Gallas a voulu en parler dans un livre. Mais ce que je dis, c'est... On a eu ce problème-là. Après, le football de haut niveau aussi, il faut dire que les anciens, quand ils sont quelque part... n'ont pas forcément envie de laisser leur place aux petits jeunes qui arrivent. Et nous, on était très confiants, on était très sûrs de nous aussi. Et à l'époque, c'était mal vu. Ça paraissait plus comme de l'arrogance, comme un manque de respect. Je pense que tu as bien résumé le truc sur on était en avance. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, Kylian Mbappé, quand tu vois, quand il dit tu me parles pas d'âge. Ouais, mais c'est un peu mal vu quand même encore. Hein. Ouais, mais quand tu dis ça passe aujourd'hui, mais il y a quelque chose aussi quand même sur l'ambition qui est beaucoup plus assumée d'avoir pris une deuxième Coupe du Monde, où aujourd'hui, tu vois, être jeune et être bon, finalement, ça rabat un peu les cartes sur... il n'a pas attendu d'avoir la Coupe du Monde pour être comme ça. Non, il a dit, il ne me parle pas d'âge. Voilà. Il dit, tu ne me parles pas d'âge. Mais ce truc-là, c'est que c'est venu valider aussi la Coupe du Monde 2018, elle vient valider tout le positionnement. C'est-à-dire que peut-être si tu prends un trophée majeur avec cette génération-là, tu fermes les bouches et... Ouais, mais moi, je dis que, tu vois, par exemple... Il a eu raison, il a raison de faire comme il fait. C'est un crack, le mec. C'est un talent générationnel. Tu vois pas des Kylian Mbappé tous les 5 ans. Hein. Donc, pour moi, il a raison d'agir comme ça. Il faut pas... on dit de ne pas brûler les étapes. C'est vrai, mais si le gars, il est vraiment en avance sur son temps, tu dois le faire jouer. Et c'est les mecs autour, les anciens, justement, qui doivent comprendre cette chose-là. Nous, on arrivait dans une génération de mecs qui avaient tout gagné aussi, que pour eux, il y a une certaine hiérarchie, il y a un respect à avoir. Mais je ne dois pas te traiter différemment d'un mec de mon âge. On se bat pour la même place. Et ça ne nous a pas forcément aidé. Je pense aussi que le sélectionneur de l'époque, il n'était pas en adéquation avec nous, quoi. Il était vraiment déconnecté. Jimmy, il a évoqué un truc, il a comparé l'ambition et la prétention. C'est vrai qu'il y a souvent un peu cet amalgame en France. Est-ce que l'ambition dans le sport en France, il est un petit peu mal vu? On voit ça aux États-Unis. Mais pas que dans le sport. La mentalité un peu Jordan, LeBron James. Legacy, ouais. Voilà, il y a un côté où ça pose aucun souci. Mais en France, dès qu'il y a un jeune de 17 ans, comme toi, comme Ménès... Mais moi, je pense pas que c'est l'ambition, en fait. Je pense qu'en France, on est jaloux et envieux de quelqu'un qui réussit, en fait. On veut le voir réussir, mais une fois qu'il a réussi, on veut le voir chuter. Pour moi, c'est très français, ça. Tu veux dire quelque chose? Mais je trouve ça totalement vrai. C'est tellement culturel. Non, mais c'est tellement culturel dans notre pays d'avoir ce truc-là où l'envie est tellement présente, tu vois, que on a ce truc un peu chauvin de t'as envie que ça gagne, t'as envie que les mecs ils soient en haut, et puis une fois qu'ils sont en haut, tout de suite, je sais pas, il y a de l'aigreur qui s'installe et c'est complexe. Est-ce qu'on peut dire les termes un peu pour faire référence à nos amis? C'est-à-dire ça les a aussi fait chier que ce soit 3 jeunes rebeux, tu vois, aussi, je pense. Je pense que malheureusement, Zidane, ça ne dérangeait pas, tu vois, entre guillemets, il n'y en avait qu'un, et il y a eu ce côté raciste un peu aussi. C'est la même époque où tu as un truc, le Racaille Football Club qui sort, tu vois. Ça n'engage que moi. Non, mais moi je suis complètement d'accord, et je pense que ça a fait beaucoup de mal, et pas qu'au football. Il y a une dimension très sociale même de comment les gens, tu vois, de te ramener à ta condition, à d'où tu viens, à ton histoire personnelle, au choix pour quel pays tu joues, comme si aujourd'hui, tu vois, c'était un truc grave de ne pas choisir la France, alors qu'en fait, c'est des choix qui incombent à chacun. Donc, je pense que tout le truc qu'il y a autour du foot, c'est qu'on est hyper conservateur en général et qu'on se cache derrière quelque chose où on est le pays des Lumières et que c'est pas vraiment... les Lumières, il faut les allumer à tout le monde. C'est plus vraiment le cas. Ouais. Et je trouve que ça a des répercussions sur les footballeurs et qu'on leur demande aussi de porter un poids social qu'ils ont. Tu vois, quand on a demandé à Benzema d'être un exemple pour les gens, je dis mais non, il n'a pas à être l'exemple de personne. Tu vois, exactement. Il joue au foot, il est là pour jouer au foot. Il est pas là. Exemplaire lui-même, mais pour les gens. Après, tu as envie de ne pas tweeter pour Samuel Paty, c'est quand même. Et ça ou autre chose, mais c'est des délires en fait de remettre les gens. Tu tweetes pas. Mais Mbappé, il y a eu un truc avec l'histoire de Naël. Enfin, tu vois, à chaque fois, tu t'en sers à des fins politiques. Et je pense que ce qui nous tire vers le bas par rapport au football, c'est aussi ça, et que votre génération, elle était en avance aussi là-dessus, qu'elle a payé les pots cassés. Tu vois, vous avez enfoncé des portes sur comment vous êtes perçu et à quoi vous faisiez écho.
Mais nous, culturellement, socialement. C'est vrai, parce que 98, Zidane, ça acceptait aussi, parce que c'était la génération, et c'était le slogan Black Blamber. Ouais. Et après, mais finalement, pas comme ça. Ouais, les choses ont changé, bon, on n'est plus moins évolué. Mais c'est comme ça, la vérité. Moi, ça m'a gâché ma Coupe du Monde, ce côté. Toute l'histoire, Benzema, Giroud. C'était 50% de la France qui était. C'est hardcore, ce truc-là. Mais pour Giroud, et les autres, et contre Benzema, moi, ça m'a dégoûté. En fait. Ça m'a niqué ma Coupe du Monde. Vraiment, je comprends pas l'idée d'opposer les gens, les genres, les machins, les trucs. Mais surtout, tu ramènes des questions qui n'ont rien à voir avec le foot. Je crois qu'on a pris trop de temps. Ouais, pardon. Non. Alors, 3 questions en une là-dessus. Est-ce que c'était dur de faire partie de cette génération 87, même si tu as un peu répondu à ça? Est-ce que c'était dur d'être footballeur? Est-ce que c'était dur d'être Samir Nasri? Non. Non, 3. Cette génération 87, pour moi, ça restera une des plus talentueuses sur le papier, ça c'est sûr. Être footballeur, c'est compliqué, mais le fait d'être footballeur, c'est un kiff total. Ce qui est compliqué, c'est la presse, l'exemplarité vis-à-vis des fans, parce qu'on est des êtres humains, on a aussi des humeurs. Des fois, on a des choses qui se passent chez nous, mais les gens ne sont pas forcément au courant, parce que c'est simplement ce que tu relayes à travers la presse. C'est comme ça que tu vas être perçu de l'autre côté. Ça, c'est des choses que je n'avais pas forcément lorsque j'étais joueur. Si je t'aime pas et t'es journaliste, je vais te le faire savoir, même quand tu me fais une interview et que j'ai pas le choix, parce que je suis obligé de passer un point presse. Mais je me rendais pas forcément compte de l'image que je renvoyais de l'autre côté, tu vois. Et si je devais refaire... Regarde là, parce que c'est une question qu'on va poser tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est parfait. Voilà. Alors, justement, autre vidéo. Mais j'allais juste dire un tout petit truc, c'est qu'il y a un autre truc à changer, c'est aussi de la manière dont tu peux communiquer aujourd'hui. C'est-à-dire que la génération de Samir, tu étais aussi obligé de passer par les médias classiques et traditionnels, chose qui aujourd'hui est beaucoup moins une obligation, parce que tu peux gérer ta com et plus du tout calculer l'équipe. T'as les réseaux sociaux ou France Foot. Si tu as envie de pas le faire, tu le fais pas. Des gens comme... Moi, je travaille dans une agence où on travaille avec des athlètes où parfois ça agace les journalistes traditionnels que la communication elle soit maîtrisée. Ouais. Avant, on disait il faut pas tout dire, et maintenant qu'on dit pas tout, on dira mais ils maîtrisent, maintenant il y a des agences de com. Ouais, mais on voit les répercussions que ça a eu sur des carrières. Oui, donc finalement, heureusement, peut-être que ça existe et ça permet à des Mbappé et consorts de pouvoir maîtriser leur image. C'est pour ça que Boris est le meilleur d'entre nous, tu vois. Non, mais je trouve ça important parce que finalement, tu vois, c'est des trucs qui auraient pu servir de pare-feu, tu vois, pour des gens comme vous, de dire en fait, ils les ont brûlés. Ils ont brûlé, mais t'inquiète pas, Samir, il se laisse pas brûler. Allez, autre question, autre vidéo. Bonjour Samir, écoute, j'ai une petite question pour toi. Alors on se connaît pas, mais bon, je te suis bien sûr dans tes analyses. Je vois que c'est toujours très pointu, que on sent le garçon passionné par le jeu, par le football en général. Donc ma petite question, elle est assez naturelle. Est-ce que tu envisages, pourquoi pas, d'embrasser une carrière d'entraîneur? Et si oui, est-ce que tu as planifié déjà ça, avec la volonté de passer des diplômes ou autre? Voilà, dis-nous un petit peu plus sur peut-être cette évolution de carrière. En tous les cas, continue comme ça. Je te souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive, et puis peut-être un de ces jours. Alors c'est Eric Roy, l'entraîneur du Stade brestois, là il n'y a aucun doute. Là où on émet quelques doutes, c'est qu'il soit à Brest à ce moment, parce qu'il y a du soleil à Brest. J'en ai jamais vu. Ouais, faut croire. Ouais. Entraîneur du Stade brestois qui fait une saison exceptionnelle cette année en Ligue 1. Donc du coup... Alors. Déjà, je voudrais lui tirer un grand coup de chapeau pour le travail effectué avec cette équipe du Stade brestois. De les voir à ce niveau-là. Moi, chapeau, personnellement, j'aurais pas mis une pièce dessus. Une maîtrise dans les matchs, je trouve, qui est... J'ai pas vu Paris maîtriser autant cette saison
Et le respect total en plus, c'est d'être venu tout seul, sans staff. Oui, il a gardé le précédent staff. Oui. Et puis Luis Enrique et les joueurs du PSG ont dit que c'est l'équipe la plus compliquée à jouer qu'on ait eu à affronter cette année en Ligue 1. Donc du coup, alors on rappelle aujourd'hui des consultants pour Canal+, c'est pour ça qu'il fait cette allusion, mais est-ce qu'une carrière de coach, ça t'intéresse ? Ça t'intéresserait ? Oui, ça m'intéresserait, ça c'est sûr. J'essaye encore de voir certaines choses avant de me lancer. J'essaie de profiter un petit peu de ma famille. Parce que à partir du moment où tu commences un truc en tant que coach, ça y est, c'est fini. T'es sur l'autoroute. Ouais, ça y est. Et après, t'es piqué. Hein. Ta famille, c'est ton équipe, c'est ton club. Et tu dois être omnibulé que par ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de profiter encore un petit peu avant de pouvoir me lancer. De toute façon, avant de me lancer, de commencer, parce qu'il me reste les deux, le diplôme B et le diplôme A à passer. J'ai cette saison pour ambition d'aller chez des entraîneurs que j'ai côtoyés. Déjà pour commencer à comprendre leur façon de penser. Pas de faire. Tout le monde a sa façon de faire. Tu vois, si j'ai envie de jouer d'un certain système, je ne vais pas forcément regarder ce que quelqu'un d'autre fait en 3-5-2, mais d'essayer de m'asseoir dans leur bureau, de voir comment ils pensent, comment ils font leur équipe, ce qu'ils voient, tu vois, au quotidien pour pouvoir faire leur choix. Parce que de temps en temps, même les plus grands coachs, je ne suis pas d'accord avec eux quand je regarde la compo et je vois il y a qui en face, tu vois. Mais pourquoi il a fait ce choix-là ? Qu'est-ce qu'il voit à l'entraînement ? Qu'est-ce qui fait que... Et c'est surtout ce côté-là que j'ai envie de capter de certains. J'avais déjà demandé à Pep de pouvoir aller à City. Il m'a dit oui, dès qu'on a une vraie bonne semaine de travail, viens. Pas quand on joue tous les 3 jours, parce que tu verras pas forcément grand-chose. Mikel aussi, Arteta, j'en ai discuté avec lui, il était OK pour que j'y aille. Ça t'aura... Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans le futur. Pour rester dans le football, quoi, il n'y a que ça. Les autres... De toute façon, tu le vois, tu ne dois pas ailleurs ou autre part que sur un banc touche en tant qu'entraîneur. Non, mais il y a d'autres choses. C'est vrai qu'on évoquait. Ça peut être directeur sportif, ça peut être manager à l'anglaise différemment. Je suis plus dans le. C'est peut-être plus de taf. J'allais dire, au-delà de la tactique, il y a un truc d'excitation qui te manque aussi ou pas ? Ouais, tactiquement, ouais. J'ai envie de me mesurer à des gens aussi tactiquement, voire de gagner la bataille. Je suis pas un mec, j'ai des bureaux, moi. Directeur sportif, appeler les joueurs, négocier. Non, mais le terrain, t'aimes le terrain. Mais la pression du terrain, ça te manque un peu ou pas ? Ouais. Parce que le coach, finalement, ça te remet un peu dans ce truc-là. Tu te remets un peu sous pression. Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, je suis un compétiteur dans n'importe quoi. C'est-à-dire, demain, tu me dis, viens, on fait un sudoku, je vais essayer de te battre un peu. Ouais, essayer de pas te battre. Tu vois, je suis très chaud, sudoku. Voilà, non, mais ça veut dire que sur n'importe quoi, je vais être compétiteur. Mais ouais, l'adrénaline d'être au bord du terrain, c'est pas la même sensation que quand tu es dans une tribune en tant que directeur. Mais attention, ça va te rendre encore plus fou. Ouais, je sais. Voir, tu vois, je sais. Je sais, mais ça y est, je suis préparé. Déjà, quand je regarde, par exemple, quand je regarde l'OM, quand je regarde City, genre les clubs qui me tiennent à cœur, et je le vois comment je réagis quand je regarde les matchs. Tu vois, je commence déjà à faire un travail sur moi-même. Souffle. Tu vois, ou le mec qui rate un contrôle, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le football. Parce que tu as là aussi la gestion de dynamique de groupe, les égos, la frustration. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu connais aussi tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, pour réussir et pour être un grand coach, pas forcément d'être le meilleur tactiquement, mais c'est plus d'être manager en fait d'un groupe et de faire en sorte que ce groupe-là adhère à ton message et est capable de te suivre jusqu'au bout. Tu vois, parce que par exemple, j'ai discuté avec des gens qui ont travaillé avec Carlo Ancelotti. Personne m'a dit que c'est un crack tactiquement, mais par contre humainement, il est exceptionnel. Ouais. Et tu vois, année après année, il y a eu une période même où on se posait la question de savoir s'il était toujours hype ou s'il pouvait toujours faire du bon boulot, parce qu'il y a eu une période à Naples et à Everton un petit peu difficile. Il vient au Real de Madrid, boum, et de suite ça marche. Donc, puis cette année, il le fait son numéro 9. Son numéro 9. Son fils, attention, très bon tactiquement. Mais humainement, j'ai lu l'histoire de Rudiger qui disait que dès qu'il a signé à Madrid, il était en train de faire un barbecue chez lui.
quelqu'un qui sonne à la maison, c'est Carlo Ancelotti, tu ne m'invites pas à ton barbecue, il vient, il s'assoit. Exceptionnel. Il discute avec la famille, c'est un truc exceptionnel. Moi, j'ai jamais eu un entraîneur qui est venu sonner chez moi. J'ai eu des discussions, on a parlé avec des entraîneurs, Arsène était très proche, Sampaoli, très proche. C'est lui qui les organisait, peut-être, les barbecues à Sampaoli, les assados. Tu vois, faire ça... Moi, je marche à l'affectif. Si j'étais proche d'un entraîneur, je sais que je pouvais tout donner pour lui. On en parlait il y a 15 ans, justement, avec Eric, qui t'a posé la question. Et on a vu, à cette période-là, l'évolution physique, vraiment, les stats, on en parlait tout à l'heure, mais surtout l'aspect physique qui est arrivé à un point avec Cristiano, par exemple. Oui. Tu as un des plus grands athlètes de tous les temps. Et tout le monde a voulu répéter ça. Et tu as des baby Ronaldo maintenant partout. L'aspect tactique, il y a très peu d'évolution, à part peut-être de ces dernières années, l'implication des latéraux au milieu de terrain ou des choses comme ça, qui commencent ou une désarticulation de l'animation offensive, des choses comme ça. Mais l'aspect qui est en train de changer drastiquement, et on ne se rend pas compte vraiment, je pense que vous voyez, mais c'est l'aspect psychologique. Et quand tu vois que maintenant il y a des psys dans certains clubs, mais pour moi ça devrait être obligatoire. C'est de la prochaine évolution, c'est l'évolution actuelle. C'est ce que fait Klopp, c'est ce que fait... Tu parlais de Carlo, c'est pareil, Ancelotti. Moi j'ai beaucoup aimé Tourelle à Paris, parce que j'ai vu pour la première fois. On disait qu'il était vachement dans la calinothérapie. Ouais, mais tu les vois contre Liverpool, il y a un match de poule, ils font 3-1 au parc, ils finissent le cul par terre. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu des joueurs du PSG épuisés après un match, tu vois. Avant, bon, façon de parler, tu vois, mais moi j'adore ça. Je trouve que c'est... j'ai zéro conseil à te donner, tu vois, mais je pense vraiment que la clé aujourd'hui, elle est là. Elle est sur l'aspect pour moi, c'est mental. psychologie. C'est psychologique, c'est d'être proche de ces joueurs, même lorsqu'on parle de Zidane et de ses succès des 3 Champions League consécutifs. Benzema lui disait dans une interview, il n'est pas venu pour nous apprendre à jouer au football, il est juste venu pour nous faire passer un message, pour nous redonner confiance, et ça marche. Aujourd'hui, les entraîneurs qui sont très proches de leurs joueurs, c'est ce qui fonctionne. C'est pour ça que peut-être Mourinho a un peu moins de succès. Parce que Mourinho, c'est quelqu'un qui pique. Ouais. Mais la génération de maintenant, c'est pas la génération d'il y a 20 ans. Exactement. Quand tu avais Lampard ou Terry ou Drogba, que tu les piques, tu sais que les mecs, leur ego, tu vas voir, je vais te montrer le week-end. Aujourd'hui, et toi, ça marche pas comme ça. Ça marche avec ça, toi? Ça a marché. Mancini m'a piqué un petit peu. Après, c'est juste le compétiteur et l'ego qui réagit. Mais je préférais, moi, je préférais avoir une relation où je marchais à l'affect avec mon coach. Quand j'étais mauvais, il a le droit de me dire que je suis mauvais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on avait cette relation-là. Je trouvais ça important aussi que le matin, Arsène, tous les matins, il venait te serrer la main et tu disais, ça va, tout se passe bien chez toi. C'est une petite question, c'est pas grand-chose. Non, c'est des détails qui font... Si ça va bien à la maison, non, ça va pas, j'ai ça, ok. Prendre 2 jours de repos, tu reviens quand tu vas mieux. C'est des petits trucs, mais pour ce mec-là, j'étais prêt à tout aussi sur le terrain. Ouais, comme Icardi quand il part en Argentine. Prendre 2 jours. Les gars, je vois que le temps file. On a encore pas mal de choses à voir. On va mettre un terme à cette première partie. On pourrait parler des heures, forcément, quand on a un invité comme toi qui kiffe autant le foot. Tu vois, nous aussi, on aime énormément ça. Voilà. On clôture cette première partie. Restez avec nous. Il y a la deuxième partie qui va sortir dans pas longtemps. Tu restes là, Samir? Oui. Voilà, merci. On se retrouve dans quelques instants. Dans quelques jours plutôt. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Peut-être. On verra. Restez, vous verrez. On verra. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cet épisode qui est très important pour nous parce qu'on reçoit Samir Nasri. C'était la première partie. La deuxième partie sort mardi à 11h. Deuxième partie dans laquelle on parlera beaucoup de l'Olympique de Marseille, de sa passion avec le club et surtout beaucoup de l'homme qu'il est devenu, Samir Nasri. On devait faire 30 minutes, on a fait 1 heure tellement c'était magique. Franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est un de nos meilleurs souvenirs dans l'émission. Donc on espère que ça vous plaira et surtout très important, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ce qui compte pour nous parce que plus on va pouvoir avoir d'abonnés, plus on pourra faire ce genre d'émission. Donc merci beaucoup, à toutes. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.